Bonsoir et bienvenue à nouveau à notre mini-série sur le livre de la Genèse. Notre mini-série sur le livre de la Genèse. Bienvenue à notre défense du livre de la Genèse contre des attaques sur son authenticité et sur sa validité pour l'Église de Jésus-Christ. Contre ceux qui voudraient bien qu'on mette de côté ce livre biblique et ses enseignements, qui veulent renverser par ce fait même les fondements du christianisme et de la foi biblique parce qu'on a regardé la manière que le livre de la Genèse est traité par les autres rédacteurs bibliques, incluant le Seigneur Jésus, qui n'est pas un rédacteur, mais lorsqu'à 25 reprises, il revient au livre de la Genèse, pour voir que le livre de la Genèse est un livre fondamental. C'est un livre qui est tellement important pour le restant de la révélation de Dieu puis de la foi chrétienne. Un auteur nous dit, si quelqu'un veut détruire le christianisme, alors il doit détruire la fondation établie dans le livre de la Genèse. Est-ce étonnant que Satan attaque la Genèse plus qu'aucun autre livre dans son expérience? Cet auteur chrétien a dit, c'est toujours ce livre qui est visé, alors que les gens essaient de nous détourner des fondements même de notre foi. On doit être conscient de ça, on doit réaliser que si on rejette le livre de la Genèse, comme on l'a vu dans notre introduction, alors la foi même du chrétien va être affectée. Elle va être affectée parce que la Genèse est fondamentale, la Genèse est citée continuellement dans les Écritures, puis ultimement, si la Genèse est fausse, alors il va falloir remettre en question l'origine du péché, remettre en question la promesse d'un Rédempteur, remettre en question le sacrifice sanglant que Dieu a établi, et toutes ces vérités-là qui sont liées avec notre salut qui se trouve en Jésus-Christ. En rejetant ici le sens normal de la Genèse et l'âge récent de la terre, on va parler encore de cela, menant cet homme en parlant de Charles Darwin, cet homme qui est en train de se former pour devenir un prêtre de l'Église anglicane, mais menant cet homme influent sur la route qui termina par une incrédulité complète dans le Créateur et sa parole. Parce qu'on l'avait convaincu que finalement la Bible n'était pas vraie. On l'avait convaincu que la géologie se levait contre le récit biblique, que la science est en train de contredire ce que Dieu avait dit. Puis là, il est arrivé à cette place-là où il a dit, mais je ne peux plus croire en cela. Là, ça l'a amené à cette incrédulité où à la fin de sa vie, il était totalement fermé à la vérité de Dieu. Et tristement, cet auteur nous dit, ceci continue de nos jours. Des milliers de chrétiens deviennent victimes de l'incrédulité envers Dieu, puis certainement, avec notre système scolaire, plus on va loin dans le système, plus on est éduqué dans le système, plus qu'il y a une possibilité qu'on vienne à croire ce mensonge-là qui se lève contre la Bible et contre le livre de la Genèse. Ce soir, j'aimerais revenir sur l'attaque contre la cosmogonie des Écritures. L'attaque contre la cosmogonie, contre la description des origines de l'univers et du monde qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. On a débuté cela la dernière fois en regardant la réaction chrétienne. Comment est-ce que les enfants de Dieu vont faire des compromis à l'égard de ce qu'ils voient comme la science pour pouvoir se détourner du sens normal des Écritures. Donc, cette attaque nous dit, le livre de la Genèse est un écrit humain qui doit être rejeté. Puisque son récit des origines présente la création de l'univers et de toutes choses il y a seulement quelques milliers d'années, alors que la science a démontré que l'univers est vieux de plusieurs milliards d'années, ce livre est faux scientifiquement et il doit donc être rejeté. On doit le prendre et le jeter aux poubelles parce qu'il n'est pas vrai. Et dans cette deuxième attaque, on voit que le sens normal de la Genèse, surtout le sens normal de son premier et de son second chapitre, doivent être faux, puisqu'il nous présente un univers avec toutes les chronologies qui vont suivre dans les Écritures, un univers qui est très jeune, qui est très récent, probablement moins de 10 000 ans, et plus spécifiquement environ il y a 6 000 ans, que toute chose a été créée. On va retenir le 6 000 ans.
Et pourquoi des fois on dit des fois jusqu'à 10 000 ans? C'est à cause de la version de la Septante, l'Ancien Testament en grec qui a été traduit à Alexandrie en Égypte par 70 érudits juifs. Puis dans ces chronologies, on donne plus de temps, les dates sont plus longues. Et c'est pour ça qu'on dit c'est peut-être pas 6 000 ans, c'est 10 000 ans, mais on va retenir 6 000 ans. Puis avec une telle perspective de l'histoire passée de l'univers, on nous dit que la Bible est clairement erronée dans sa perspective du passé de toutes choses, puis il faut la rejeter car ce n'est pas scientifique. Ce n'est pas scientifique de croire à la Bible. Là, on a vu la dernière fois, c'est quoi la science? Et c'est quoi la méthode scientifique? Puis là, on a vu aussi la réaction des chrétiens. On ne reviendra pas à cela. Et malheureusement, bien des chrétiens font des compromis majeurs. Puis ils essaient de rajouter à la Bible ce que la Bible ne dit même pas. Ils veulent qu'on comprenne dans la Bible des vérités qui sont complètement contraires à ce que le texte nous dit réellement. Puis on ne reviendra pas à cela ce soir, à des théories compromettantes des enfants de Dieu, puis à leur réfutation biblique. Mais plutôt ce soir, on veut se tourner vers les horloges naturelles de notre monde. Les phénomènes de notre monde qui établissent des limites à l'âge de toutes choses, qui mettent un temps limité aux phénomènes de la nature qu'on observe, et ceci au meilleur de notre connaissance, parce qu'encore une fois, lorsqu'on parle de l'histoire, la méthode scientifique, elle est très difficilement applicable à l'histoire. Puis quand on pense à la science plutôt historique, il y a tellement d'inconnus, il y a tellement d'incertitudes qu'on peut dire « il semblerait que ce soit le cas ». C'est ce qu'on va faire avec ces horloges-là ce soir. Il y a tout simplement trop de variables possibles. Il n'y a aucun homme, aucune personne qui était présent pour confirmer ces détails, aucun scientifique qui était là alors que tout le processus se faisait. Mais ces horloges nous donnent quand même de bonnes indications. Alors qu'on les associe avec le temps, vous allez voir ça, c'est très simple ce soir ce qu'on va voir. Alors qu'on les associe avec le temps, ça nous permet d'avoir un scénario du passé qui va s'harmoniser très bien avec la parole de Dieu. Avec le fait que la cosmogonie de 6000 ans, c'est pas si fou que cela, finalement. Donc, j'aimerais regarder ça avec vous ce soir. Et juste alors que j'étais en train de préparer cette étude-là, un scientifique m'a envoyé une nouvelle étude qui a été faite. Une étude qui analyse la structure du système solaire et qui démontre que d'après l'ordre des planètes puis la structure du système solaire, que tout le système solaire ne pourrait pas avoir plus de 100 millions d'années. Parce qu'avec les désordres qu'on est capable de voir dans si on pourrait dire, les orbites des planètes, puis les influences entre les différentes planètes, puis avec les lunes autour des planètes, puis ainsi de suite, on voit que le tout est encore structuré, mais avec le temps, ça devient un peu plus désordonné. Puis dans 100 millions d'années, si ça faisait 100 millions d'années, tout le système solaire serait désordonné. Donc, ils mettent une limite. Vous dites, oui, mais 6000 ans, 100 millions d'années, c'est pas la même chose. Mais ces horloges-là nous mettent des limites ultimes à ces phénomènes, des limites temporelles possibles pour nous montrer comment ces choses-là auraient pu se produire. Donc, la limite, c'est 100 millions d'années. On ne pourrait pas avoir la structure de notre système solaire s'il était plus vieux que 100 millions d'années. Maintenant, est-ce que 6000 ans, c'est plus vieux que 100 millions d'années? Dites-moi. Non, 100 millions d'années, c'est la limite du désordre du système solaire, d'après ce qu'on peut déterminer, encore une fois, de manière très imparfaite. Mais que pensez-vous de 4,5 milliards d'années? Est-ce que c'est plus que 100 millions d'années? Oui. Certainement. Donc, la théorie que notre système solaire serait vieux de 4,5 milliards d'années nous montre que ça ne fonctionne pas avec ce qu'on peut observer dans cette horloge-là, comme cet auteur-là nous le dit. Ainsi, de petits changements dans la position des planètes intérieures aggraveraient et déstabiliseraient leur ordre en seulement 100 millions d'années environ, soit environ 1/50e de l'âge évolutif supposé attribué au système solaire. Ce scientifique-là dit, on a un problème.
Parce qu'évidemment, on ne pourrait plus avoir notre système solaire si ça faisait plus que 100 millions d'années qu'il existait. Et il continue en disant la stabilité et l'ordre remarquable de notre système solaire, alors qu'on le regarde aujourd'hui, c'est tellement impressionnant. Alors, on nous dit dans les Écritures, dans le psaume 19, que les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'ordre de ses mains. Et nécessairement, Dieu a maudit toutes choses. Puis tout s'en va vers le désordre. Et on peut voir aussi ce désordre-là qui est en train d'amplifier, mais encore, on voit tellement la beauté de l'ordre de la création de Dieu. Il dit d'une conception merveilleuse d'un Dieu intelligent et bienveillant. Les facteurs chaotiques limiteraient également l'âge du système solaire, puis nécessairement la seconde loi de la thermodynamique avec ce désordre-là, pointant vers un âge maximum inférieur à celui autorisé par le naturalisme. Donc, la cosmogonie de la Bible, c'est farfelu. On ne peut pas croire dans la Genèse, ça n'a aucun sens. Alors que les faits nous montrent que de croire dans ces théories humaines-là, dans ce qu'on appelle le scientisme, cette philosophie scientifique qui est proposée comme un fait, que ça ne va pas du tout avec ces vérités qu'on voit dans ces horloges naturelles. Puis on va pouvoir en mentionner quelques-unes. Il y a près de 200 horloges, 200 phénomènes naturels qui ont été répertoriés à travers la nature, qu'on peut voir le changement avec le temps, qu'on peut réussir à capter ce qui va se passer dans le temps, puis à déterminer des hypothèses à partir de cela. Puis nécessairement, on n'ira pas les voir, les 200 ce soir, juste quelques exemples, mais qui nous rappellent que la Bible n'est pas si farfelue que cela. En considérant quelques exemples, on verra comme au niveau de la Bible, de la révélation spécifique et spéciale de Dieu, de même la révélation générale de la nature pointe vers une jeune création. Et de condamner la cosmogonie de la Genèse, c'est totalement ridicule si on est honnête envers les faits scientifiques. Vous savez, dans un livre que j'ai écrit il y a 11 ans de cela, à la défense d'une jeune terre, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Là, je vous donne juste un petit peu un résumé de différents faits. Déjà qu'on a regardé les compromis des chrétiens avec les différentes théories pour essayer de rajouter des millions d'années au livre de la Genèse, on a vu que c'était totalement anti-biblique. Ça, c'est une partie du livre où je regarde toutes ces théories-là pour montrer, non, c'est pas ça que la Bible dit. Mais là, dans le monde naturel, la révélation générale de Dieu, on voit de même que la planète Terre n'est pas si âgée que cela. Au contraire, on peut faire confiance à la parole de Dieu. On a vu l'exemple récemment aussi de l'écriture de l'homme. Les plus vieux écrits de l'expérience de l'homme remontent à la Mésopotamie en 3200 avant Jésus-Christ. Donc environ 5000 ans de cela. Là, on nous dit l'être humain moderne, ou pas l'être humain moderne, mais l'être humain intelligent, capable de s'exprimer, capable de mettre par écrit ses pensées, ça fait 200 000 ans qu'il existe sur la Terre. Mais pourtant, les faits nous montrent qu'il y a seulement 5000 ans d'écriture. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus en accord? Nécessairement, pour nous, c'est pas compliqué. Il y a environ 4000, pas 4000, mais là, j'essaie de penser, je suis un petit peu mélangé avec le 2000 avant Jésus-Christ, puis reculé. Mais juste quelques temps après la création, peut-être 1000 ans, il faudrait que je vérifie, la Bible nous parle d'un déluge qui est venu détruire tout ce que l'homme avait créé avant. Donc, on a des écrits de 5000 ans parce qu'effectivement, cet événement-là a tout chambardé. Mais encore une fois, est-ce qu'on pense que ce 5000 ans-là est plus en accord avec les 6000 ans de la création, comptant le temps du déluge, ou avec les 200 000 ans de l'être humain? C'est un autre phénomène, ce n'est pas une horloge de la nature comme telle, mais de l'expérience de l'homme. Mais regardons quelques horloges naturelles ce soir pour examiner notre bel univers. Premièrement, la diminution du champ magnétique de la Terre. La diminution du champ magnétique. Il y a des scientifiques qui ont dit, on va regarder comment la planète Terre fonctionne. On n'a aucune idée pourquoi il y a un champ magnétique autour de la Terre comme d'autres planètes du système solaire, mais on va essayer de commencer à l'examiner puis calculer les différents phénomènes qui sont liés à cela. Et alors qu'ils le faisaient, ils se sont aperçus
que le champ magnétique de la Terre est en train de diminuer. Puis il diminuait, puis ils pouvaient voir là, à quel rythme il diminuait. Puis grâce à ça, ça leur donnait des indications concernant le passé. La force du champ magnétique de la Terre a diminué de 10% dans les derniers 150 ans. Et il a diminué de 40% dans les derniers 1000 ans. Donc, on a eu juste assez de temps pour calculer et vérifier ces choses-là pour s'apercevoir que ça diminue de plus en plus. Imaginez si on avait vécu sur la Terre il y a 500 000 ans, avec presque plus de champ magnétique. Qu'est-ce qui se serait produit avec toute la radiation nécessairement de la Lune, du Soleil, puis tous ces phénomènes-là qui sont liés au champ magnétique, qui est très important pour l'être humain. Mais alors qu'ils regardaient cela, ils ont dit, le champ magnétique nous donne une limite de l'expérience possible des créatures sur la planète Terre. Cette limite-là, c'est 10 000 ans. Plus loin que 10 000 ans, il y aurait des gros problèmes sur la planète Terre. Fait qu'encore une fois, est-ce que 6 000 ans, ça rentre bien dans ce phénomène-là, ou est-ce que 4,5 milliards d'années, ça fait du sens envers une réalité d'un changement? Encore une fois, la clé pour les théories humaines, c'est que le présent nous démontre ce qui s'est produit dans le passé. Nous, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a eu des catastrophes, il y a eu des transformations énormes dans le passé de la planète Terre. Mais si on se base sur leurs propres critères, puis on dit « Ah, ça a toujours fonctionné comme on le voit aujourd'hui », alors on sait qu'on ne pourrait pas avoir plus que 10 000 ans d'histoire parce que la planète Terre ne fonctionnerait pas normalement. Un auteur nous dit « Une des plus importantes de ces méthodes est le taux de décomposition du champ magnétique dipolaire de la Terre. Si un processus quelconque peut être un indicateur fiable de l'âge de la Terre, celui-ci le serait. Dans ces horloges magnétiques-là, ces horloges naturelles-là plutôt, il dit vraiment ce changement magnétique de la Terre, c'est très clair, et il indique une limite de 10 000 ans pour son âge, pour que la vie puisse continuer à être possible ici-bas sur la Terre. Il y a seulement 7 000 ans, le champ magnétique aurait été, avec le taux de changement qu'on voit aujourd'hui, 32 fois plus fort qu'aujourd'hui. Il est presque inconcevable qu'il aurait pu être plus fort que cela. Ainsi, il y a 10 000 ans, la Terre aurait possédé un champ magnétique aussi fort qu'une étoile magnétique. Dans les différentes catégories d'asthme, une étoile magnétique, ceci est très improbable. On vient de découvrir pourquoi les dinosaures sont morts. Parce que le champ magnétique était tellement terrible qu'ils ont été écrasés puis ils sont décédés à cause de cela. Un autre exemple dans l'expérience de l'homme cette fois-ci. Le taux de croissance démographique de l'humanité. Donc la quantité de gens avec le temps qui peut habiter sur la Terre. Combien de personnes devraient exister sur la Terre si le monde est récent ou s'il est très vieux? Est-ce que le taux moyen s'harmonise avec une récente création ou une vieille existence de l'homme dans le monde? Donc, est-ce qu'on peut penser au passé, puis penser là, à l'être humain qui se multiplie, puis là, on tient en considération les guerres, on tient en considération les pestilences, les maladies, tous les problèmes, les phénomènes qui pourraient affecter la vie de l'homme sur la Terre. On dit, est-ce que la planète Terre pourrait être vieille de tant de millions d'années? Ou est-ce que ça fait plus de sens de penser qu'elle est vieille de seulement quelques milliers d'années? Avec le nombre de personnes, aujourd'hui on est rendu à quoi? On a passé le 8 milliards, n'est-ce pas? 8 milliards de personnes sur la Terre. Avec ce nombre de personnes-là, est-ce que ça fait du sens? Un 6 000 ans? Ou encore une fois, on va rentrer dans ces âges-là incroyables, alors qu'on considère le taux de croissance démographique. Un auteur nous dit, la croissance de la population humaine est un autre exemple. En commençant avec un homme et une femme, et en utilisant le taux de croissance d'aujourd'hui, la clé c'est aujourd'hui, il prendrait moins de 2000 ans pour avoir la population de la Terre. Même si nous utilisons des taux de croissance beaucoup plus bas, nous trouvons encore que les êtres humains
les êtres humains ont seulement été sur la Terre que depuis quelques milliers d'années. Ils ont dit, si on a juste quelques milliers d'années, c'est assez pour avoir 8 milliards de personnes sur la planète Terre. Donc, on a cette limite-là de quelques milliers d'années. Il nous dit, la question est, quel modèle de la création ou de l'évolution s'agence le mieux avec les données des statistiques de population? En d'autres mots, une famille moyenne produirait une population de 3,5 milliards de personnes en seulement 4000 ans. D'après le modèle de l'évolution, cependant, avec son histoire de l'homme qui remonte à au moins 1 million d'années, l'homme, qu'on aurait des caractéristiques humaines qui lui permettraient d'être similaire à nous, on dirait environ 1 million d'années. Dans la famille de grandeur moyenne, le nombre de personnes vivantes dans la génération présente serait à l'excédent de 10 à la puissance 2100. 10 avec 2100 zéros à côté, qui pourraient potentiellement se trouver sur la Terre si ça fait 1 million d'années que l'être humain est en train de se reproduire puis habiter sur la Terre, un nombre qui est nécessairement totalement impossible. Un auteur a dit, soit ce serait l'équivalent de 150 000 personnes par pouce carré. 150 000 personnes. Je pense qu'on n'aurait pas de la misère à remplir l'Église, n'est-ce pas? 150 000 personnes, encore une fois, ça nous montre que même dans l'expérience de l'homme, que le récit de la Genèse, ce n'est pas farfelu, bien loin de ça, juste quelques milliers d'années pour avoir la population d'aujourd'hui. Le taux de sédimentation des océans, à cause de l'érosion et d'autres phénomènes géologiques, des sédiments de toutes sortes se déposent à chaque année dans les océans de la planète, puis l'homme est tellement curieux qu'ils ont commencé à tester combien se dépose. Puis là, il y a tout un phénomène, parce qu'il y a des sédiments qui se déposent, puis ensuite, il y a des sédiments qui sont repris, puis il y a des mouvements là, de ces sédiments-là à travers les cours d'eau de la planète, les océans, puis ainsi de suite. Puis c'est possible pour les scientifiques de calculer un taux moyen de sédimentation des cours d'eau du monde et de le comparer avec la quantité de sédiments qui sont présents aujourd'hui pour arriver à la question, mais qu'est-ce qui est le plus possible? Est-ce que ces sédiments-là, avec ce taux de décomposition et tout le phénomène, est-ce que ça démontre que la Terre est récente ou ça démontre qu'elle est très vieille? Alors, la sédimentation de nos océans s'harmonise-t-elle avec une jeune Terre ou une vieille création? Et comme vous le savez, cette horloge-là naturelle, encore une fois, va pointer vers une jeune Terre. Le même calcul peut être fait pour les autres produits chimiques qui se dissolvent dans l'océan parce qu'ils ont toutes sortes de produits qu'ils peuvent tester. C'est-à-dire la quantité d'un produit chimique dans l'océan divisé par l'augmentation annuelle de ce produit par les dépôts des rivières, ce qui donnera le temps nécessaire pour accumuler le produit chimique. Puis là, la limite, encore une fois, c'est environ 30 000 ans. Donc, en 30 000 ans, on aurait pu avoir tous ces sédiments-là dans la Terre. Est-ce que 6 000 ans, c'est plus proportionnel, puis ça s'harmonise mieux avec cette horloge-là que 4,5 milliards d'années, l'âge qu'on donne à la planète, puis ensuite aux océans qui se sont progressivement développés? Évidemment que oui. Il aurait fallu 30 000 ans pour déposer tous ces sédiments dans le golfe du Mexique. Alors qu'ils ont testé les différentes sortes de sédiments dans le golfe, ils ont dit avec le taux actuel, 30 000 ans, il n'y aurait eu aucun problème. Vous savez, nous, on a un privilège, c'est qu'on ne croit pas que la clé de la science, ce soit le présent. Parce qu'on accepte qu'il y a eu des changements dans le passé. Il y a eu des choses qui se sont produites, des catastrophes majeures décrites dans les Écritures. C'est pas étonnant qu'il y a 30 000 ans de sédiments, parce qu'un jour, Dieu a dit, tiens, je vais accélérer le processus. Puis quand on a eu ce déluge-là universel, c'est certain que l'érosion a été énorme. Puis la transformation de la Terre, avec tous les phénomènes chimiques et les phénomènes biologiques qui ont amené beaucoup plus de sédiments. Puis encore une fois, on tombe dans des taux
qui sont très similaires à ce qu'on pourrait avoir parce qu'on accepte le message, la parole de Dieu. Pensez à la formation des chutes Niagara. On peut remonter jusqu'à la source des chutes Niagara, descendre, regarder annuellement, ça prend combien d'eau, puis combien d'érosion se fait des chutes Niagara. Puis là, se poser la question, mais là, si c'est parti de là, puis c'est rendu ici, mais là, ça représente combien de temps? C'est une horloge, encore une fois, qui peut nous permettre d'estimer l'âge de la Terre. La distance observée en Queenston et les chutes est environ 10 668 mètres, soit 11 km. Si nous supposons que le taux d'érosion observé, c'est ça la moyenne, est de 1,21 mètres à 1,52 mètres par an, a existé tout au long d'un passé non observant, parce qu'on ne sait pas, on n'était pas là pendant tout ce passé-là, il aurait fallu environ 7000 à 9000 ans pour éroder le canyon. Le canyon qui a permis aux chutes Niagara de reculer dans le passé. Donc, cette limite-là, c'est environ 9000 ans. Est-ce que 6000 ans de l'histoire, ça s'harmonise, ou est-ce que les millions d'années de l'existence des chutes Niagara s'harmonisent avec ça? Encore une fois, c'est très clair. Et le déluge est venu, puis il a dit, tiens, on va accélérer les choses, faire avancer un petit peu plus les choses, puis a permis aux chutes Niagara d'être dans leur emplacement actuel, même si ça ne fait pas 9000 ans que le processus est en cours. Donc, ça s'harmonise très bien avec ça. Puis en passant, si ça fait des millions d'années, les chutes Niagara, d'après le taux d'érosion qui se fait en ce moment, seraient rendues dans le golfe du Mexique. Ça ne serait plus là, ici, pas loin en Ontario, là, puis dans la ville américaine de Niagara, mais l'autre côté, c'est-tu Niagara aussi? Mais en tout cas, peu importe. Ça serait rendu là, dans le golfe du Mexique, ça aurait tout traversé les États-Unis pour se rendre jusque dans le golfe du Mexique, parce que c'est ça que des millions d'années d'érosion au taux actuel auraient produit avec les chutes de Niagara. Pensez à l'éloignement de la Lune. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais la Lune est en train de s'éloigner de la Terre. Puis avec le temps, elle va s'éloigner encore plus de la Terre. Puis on nous dit concernant la Lune, la vitesse à laquelle la distance Terre-Lune augmente actuellement est en réalité mesurée à environ 4 cm par an. Bien, ça prend-tu de l'équipement pour être capable de mesurer la Lune et être capable d'arriver à cette conclusion-là? Cela soulève immédiatement la question de savoir si le système Terre-Lune pourrait avoir 4,5 milliards d'années. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Que la Terre, la Lune qui se sont défaits alors que toute la poussière cosmique est venue du Big Bang, puis là, finalement, ça a produit notre système solaire, tout ça. Mais ça fait 4,5 milliards d'années que ces deux astres-là ont été créés, comme l'insistent la plupart des évolutionnistes. N'aurions-nous pas perdu la Lune il y a longtemps avec ce 4 cm par année, si ça faisait tant de temps que cela, que ça se produirait? Puis on nous dit finalement qu'on peut mettre une limite de 1,4 milliard d'années. Ça, c'est un petit peu farfelu, mais vous allez voir pourquoi dans un instant. Puis encore une fois, 6000 ans, c'est moins que cela, mais 4,5 milliards d'années, c'est bien plus que 1,4 milliard. Qu'est-ce qui s'est produit il y a 1,4 milliard d'années? Autrement dit, en extrapolant vers l'arrière, en reculant dans le temps, 4 cm à chaque année, la Lune se rapproche de la Terre. La Lune aurait dû être en contact physique avec la surface de la Terre il y a seulement 1,4 milliard d'années. Donc, c'est pour ça qu'on met cette limite-là. Cela donne à la Lune une limite supérieure de 1,4 milliard d'années. Et pensez à la Lune. Qu'est-ce qu'elle fait, la Lune? Comment est-ce qu'elle affecte la planète Terre? Les marées, entre autres, puis d'autres phénomènes qui sont affectés par la Lune. Remonter, comme un auteur a dit, à juste quelques millions d'années. Puis tous les continents auraient été inondés à chaque changement, à chaque marée.
Parce que la Lune aurait été tellement forte dans son attraction, puis il y a toutes les règles, là, puis les formules scientifiques là, pour voir là, cet astre-là avec ce poids-là, puis ces distances-là, puis là, ils peuvent déterminer la force, mais en la rapprochant juste de quelques millions, pas 4,5 milliards d'années, là, quelques millions d'années, il n'y aurait rien qui aurait vécu sur la Terre il y a 65 millions d'années, où tous les dinosaures auraient été noyés à cause de la Lune. Puis encore une fois, 1,4 milliard, ça c'est l'ultime calcul, puis l'ultime limite qui montre encore que la Bible, avec ses 6000 ans, est parfaitement en accord avec ces réalités. Oh, on aurait pu parler de toutes sortes d'autres phénomènes qui sont mesurés aujourd'hui, qui donnent des indications de temps pour l'histoire de l'univers qui s'harmonisent très bien avec la Bible. La chaleur des planètes du système solaire. Pourquoi est-ce que les planètes sont encore chaudes? On peut déterminer cela. La forme spirale des galaxies. La formation des récifs de corail. La formation des anneaux dans les arbres. L'hélium dans l'atmosphère et l'hélium dans la Terre. On peut tout calculer ces taux-là. Ce sont des horloges naturelles. L'existence des météores, alors qu'on connaît le taux de désintégration des météores. L'érosion des continents. La pression des gaz dans la croûte terrestre, la désintégration des anneaux autour de planètes comme Saturne, puis etc., etc., et etc. Puis dans ces 200 horloges-là, j'aimerais vous dire que 90% de ces horloges-là sont très bien en accord avec la Bible. La cosmogonie de la Bible n'est pas du tout farfelue, bien loin de ça. Ça confirme la validité d'une terre qui est récente, en accord avec le livre de la Genèse puis la parole de Dieu. Et là, j'ai dit 90% parce qu'il reste un 10%. Ce 10%-là représente les méthodes, les horloges naturelles, mais les méthodes de datation absolue à la radiométrie. Puis ça, comme le carbone 14, le nitrogène ou l'azote 14, puis différentes autres méthodes qu'on utilise pour pouvoir déterminer des longs âges de milliards d'années. Mais ça, j'en parlerai pas ce soir. Parce que là, on veut continuer à regarder les attaques contre la Genèse, puis pas s'arrêter à cela. Mais j'en parlerai pas parce que ce sont des méthodes totalement discréditées par les essais scientifiques. Et la considération des chrétiens devrait se tourner vers quelque chose qui est au moins légitime, et qui peut au moins nous donner une estimation valable. Mais toutes ces méthodes-là ne le sont pas du tout. Un auteur nous dit « J'estime qu'il y a des centaines de processus qu'une personne pourrait utiliser pour obtenir une idée de l'âge de la Terre. Seulement quelques douzaines de ces processus au plus donnent des milliards d'années. L'autre 90% de ces processus donnent bien moins que des milliards d'années, comme on l'a vu comme exemple ce soir. Les problèmes avec la méthode de datation au radiocarbone, pour donner un exemple, sont profonds et sérieux. Malgré 35 années de raffinement technologique et d'une meilleure compréhension, les croyances de base furent remises en question. Ça, j'en parle dans une série que j'ai faite sur la radiométrie. Je vous encourage à regarder cela. Là, je vais parler justement du carbone 14 parce que c'est souvent utilisé pour parler des civilisations passées, parler qu'il y a eu des gens qui habitaient sur tel et tel continent il y a 50 000 ans, puis on utilise cela. Puis là, je vais tout expliquer les grosses failles avec ça, puis après ça, j'embarque dans les autres méthodes plus complexes qui, eux, donneraient des milliards d'années pour montrer comment c'est totalement frauduleux. C'est totalement basé sur l'erreur. Puis qu'on ne devrait pas du tout écouter ça. Le 90% du témoignage naturel est plus digne que ces autres méthodes de datation. Puis la Bible ne contredit pas ces témoignages imparfaits de la nature, au contraire, et on peut lui faire confiance. Comme cet auteur nous le rappelle, tout serait facile à résoudre si on disposait d'une méthode sûre, ça n'existe pas, pour déterminer la chronologie du monde depuis sa formation. Pour la datation, il serait bien plus scientifique parce que c'est bien plus exact et digne de faire confiance à la majorité des méthodes naturelles de datation qui justifient parfaitement le système créationniste, c'est-à-dire l'enseignement
de la parole de Dieu. Et envers cette accusation-là, je dirais aux gens, oui, mais allez, puis lisez, puis étudiez les phénomènes de la nature. Et vous allez voir de croire que la Terre existe depuis seulement 6000 ans environ, comme la Bible nous dit. Il n'y a absolument rien de farfelu. Plein de spécialistes, plein de scientifiques avec les doctorats dans tous ces domaines scientifiques-là disent non, en fait, tout s'harmonise parfaitement quand on accepte le message de la parole de Dieu. Donc, Dieu voulant, pas dimanche prochain, en passant, quand on a le repas du Seigneur le dimanche matin, il n'y a pas de réunion le dimanche soir. Donc, il n'y a pas de réunion dimanche soir prochain. Mais le prochain dimanche soir, on revient au livre de la Genèse, on va se poser la question, où est-ce que Caïn a trouvé son épouse? Où est-ce que Caïn a trouvé son épouse? On va regarder les solutions bibliques, un dilemme qui semble très intéressant et très légitime. Mais finalement, Dieu a une réponse pour ce dilemme-là. On va prier ensemble. Père Céleste, Seigneur, je veux te remercier encore ce soir pour ta parole. Seigneur, je veux te remercier pour ce livre inspiré par ton esprit. Ce livre qui est extraordinaire alors qu'il nous parle de l'avenir, de la prophétie des derniers temps, comme on l'a vu depuis quelques dimanches matins, mais aussi qui nous parle des origines, Seigneur, qui nous parle du passé. Nécessairement, on n'a personne de vivant, on n'a aucun écrit qui remonte au millénaire passé pour nous parler de ces transformations qui se seraient produites à cause d'un processus aléatoire comme l'évolution ou d'une création d'un grand créateur. Mais Seigneur, toi, tu étais témoin de toutes choses. Toi, tu nous as révélé toutes ces vérités. Le Seigneur Jésus a dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Seigneur, il met toutes ces perspectives-là dans le contexte du livre de la Genèse et dans le contexte d'une jeune création. Et Jésus connaît mieux la science que tous les scientifiques de cette planète. Alors, Père, quelle confiance on peut avoir dans ta parole et quelle joie de pouvoir nous appuyer sur quelque chose de digne. Et Seigneur, surtout, quelle persévérance tu nous demandes d'avoir envers les Écritures. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et Seigneur, tu veux qu'on continue à marcher par la foi et à accomplir ta volonté. Père, aide-nous à ne pas être intimidés, et à ne pas nous détourner de ta parole par ces théories humaines très incertaines, basées bien souvent sur des mensonges. Et Seigneur, Père, aide-nous à partager l'Évangile avec joie, pour qu'il puisse venir qu'à connaître ce grand Créateur de toutes choses. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.